et bienvenue dans Génération Méditerranée, l'hebdo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré à l'environnement et plus particulièrement à la COP 27. 2 semaines pour sauver la planète et le tour est joué, ou presque. Pour en parler, j'accueille Patrick Revillou. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le chef du Centre météorologique de Corse et donc aux premières loges pour observer et témoigner du changement climatique qui touche durement la Méditerranée, nous le verrons. Mais en attendant, pouvez-vous me dire ce qu'il y a de plus méditerranéen en vous, Patrick Revillou? Sans doute le goût pour la lumière, le soleil. Le soleil. Ça suffit. Et c'est parfait. Direction, c'est très méditerranéen. Direction de l'Égypte, justement. Et la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, au bord de la mer Rouge, qui a accueilli la 27e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 27. Près de 200 pays ont défilé au chevet de la planète durant ces 12 derniers jours, avec pour objectif de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences. L'événement a supporté à peu près tous les qualificatifs, antonymes inclus. On a parlé d'une COP inutile, pragmatique, réaliste, politique, aveugle, sourde et muette aux enjeux des droits humains, polluante avec son balai de jets privés. Le nombre de 400 avions privés a été avancé. Patrick Revillou, d'une manière générale, qu'attendiez-vous de ce rendez-vous et a-t-il été à la hauteur des enjeux colossaux pour le climat? Fini complètement. Enfin, je pense qu'elle était d'abord pragmatique. Oui. Parce que c'est plutôt une bonne chose. Oui, l'idée de cette COP27, c'est de mettre en œuvre les accords de manière très concrète, les accords de Paris, c'est-à-dire de 2015. Donc, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est quand même tout le monde s'est accordé sur l'objectif 1,5 degré, voire 2 degrés. Alors maintenant, il faut mettre en œuvre. Et il y avait aussi un enjeu de réparation des dégâts faits par les Occidentaux, on va dire, sur la planète. Selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la conférence devait, et je cite, poser les fondations pour une action climatique plus rapide et plus courageuse, maintenant et pendant cette décennie. Une action qui décidera si le combat pour le climat est gagné ou perdu. Perdu ? Oui. Alors, comment je vais dire ça? Il faut aller très vite. C'est pas perdu. C'est pas perdu. Il y a encore des possibilités. Et il faut justement mettre tout en œuvre pour essayer de réaliser la diminution des émissions de gaz à effet de serre de manière très très rapide. Alors, ils doivent baisser de 45% d'ici 2030 pour avoir une chance de limiter le réchauffement à 1,5 degré, peu ou prou. C'est ça. En fait, l'idée, c'est d'avoir une neutralité carbone en 2050. Donc si on fait par an, ça sera plus simple peut-être, c'est à peu près 5% par an de CO2 en moins dans l'atmosphère. Ce qui est énorme. Hein, Mais la communauté scientifique dont vous faites partie semble dire que pour l'objectif d'1,5 degré, bon, on peut déjà oublier, on peut déjà passer à autre chose de plus raisonnable. Oui, si on regarde la trajectoire des émissions actuelles, très clairement, le 1,5 degré, on n'arrivera pas à l'atteindre. Par contre, on est encore dans les possibilités concrètes pour rester sous les 2 degrés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque demi-degré compte. C'est-à-dire que même si le 1,5 degré, on n'y arrive pas, le 1,6 degré, si on arrive, c'est très bien, c'est mieux. Qu'est devenu l'accord de Paris de 2015? Il y a eu, on l'a vu, l'aller-retour des États-Unis. Il y a eu le Covid, puis la sortie de la crise sanitaire. Pour autant, est-ce que les 196 signataires tiennent leurs engagements? Bonne question. En partie. Mais de toute façon, les accords de Paris n'étaient pas si contraignants que ça. Hein. Si on regarde les trajectoires, ce qu'on appelle les engagements des États, ça nous menait à un monde à 2,7 degrés. Hein. Donc de toute façon, même en mettant en œuvre les accords de Paris, on ne tient pas l'objectif 1,5 degré ni 2 degrés. Donc l'idée, c'est d'essayer dans cette COP-là, c'est ce que dit le secrétaire de l'ONU, hein, de faire beaucoup plus en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vous dites chaque dixième de degré compte concrètement. Qu'est-ce que cela implique pour l'environnement à chaque fois qu'on franchit un palier? C'est bien parce qu'en plus vous parlez d'environnement, parce que c'est vrai qu'on parle toujours du changement climatique et du CO2. Mais il y a d'autres... Comment dire, le changement climatique va aggraver notre pression sur les écosystèmes et ça va même rendre des écosystèmes carrément inopérants, quoi. Et en fait, chaque dixième de degré compte parce que vous voyez les événements extrêmes, les canicules, les inondations, la chaleur qu'on a eue cet été, l'augmentation ne va pas être linéaire. Et donc, si on
Si on ajoute des demi-degrés, l'augmentation est exponentielle pratiquement. Voilà. Donc ça va multiplier les canicules par 3. Multiplier, si on fait du 3 degrés à la fin du siècle, elles vont être multipliées par 15. Enfin, on va même rendre des portions de la planète parfaitement invivables à des températures à 50 degrés. Voilà. Donc voilà pourquoi on dit chaque demi-degré compte. Pour autant, est-ce que le pire est évité ? Alors effectivement, dans les rapports du GIEC, vous savez, il y avait des scénarios. Il y en avait un qu'on appelait 8.5 qui, en fait, ont continué comme on a toujours fait et qui nous amenait à des températures probablement autour de 5-6 degrés. Je parle de réchauffement global planétaire à la fin du siècle. Celui-là, pour le moment, avec les engagements, enfin, sur ce qu'ont déjà fait les États, et notamment après la COP de Paris, on semble s'en écarter. Mais par contre, on va dire très pragmatiquement, si on regarde les faits, on n'est pas sur une trajectoire de 1,5 degré ni 2 degrés. On est plutôt sur ce qu'on appelle un scénario intermédiaire, donc qui nous amènera vers 3 degrés à peu près de réchauffement global planétaire. Ce qui fait beaucoup plus pour la Méditerranée. Hein. Ça veut dire que on sera ici à 4,5 degrés. Donc, mais quand vous dites 4 degrés 5, c'est pas 4 degrés 5 en été, c'est 4 degrés 5. Réchauffement annuel global planétaire. Donc si vous voulez parler d'été, avec un réchauffement global planétaire à aller à 4 degrés, ici, ça sera 6 degrés. Ce sera 6 degrés. Et des maxi, vous verrez sûrement 50 degrés. À l'horizon de quelle année à peu près ? En fait, l'horizon, alors si c'est une vague de chaleur exceptionnelle, je pense que la question, c'est pas de savoir si on va avoir 50 degrés, c'est quand en fait. Oui, c'est ça. C'est quoi, c'est 2030, 2050 ? Oui, enfin, ça dépend de ce que feront les États en fait. Alors le changement climatique et son train de phénomènes exceptionnels complique, je suppose, sacrément votre tâche en tant que météorologue. On le sait maintenant, en plus la Méditerranée est un hotspot, mais comment déterminer les tendances, prévoir ces épisodes extrêmes de grande intensité quand tout se dérègle sur une région, à l'échelon régional? Il y a plusieurs questions. Il y a d'abord, on a des modèles numériques pour prévoir le climat. Ça, on le compare avec ce qui s'est passé, on compare ce qu'on appelle les normales. Et après, dans un climat où effectivement on va avoir des événements plus extrêmes, il va falloir qu'on fasse des progrès dans les modèles numériques pour justement mieux les prévoir et mieux les prévoir pour protéger les citoyens, protéger les individus. Hein. C'est ce qu'on appelle les systèmes d'alerte précoce, quoi. Donc les lois de l'atmosphère ne vont pas être changées, quoi. Donc les modèles numériques sont toujours valables. Mais il va falloir avoir des modèles de résolution supérieure qui prennent en compte des contextes locaux de manière beaucoup plus explicite. Quand je parle de contextes locaux, c'est la température de la mer, le relief, etc. Parce qu'on sait que c'est quand même ces carburants-là qui nourrissent ces événements extrêmes, donc, qui ont toujours existé, sauf que là, ils sont de plus en plus extrêmes. Voilà. Et de plus en plus réguliers. Enfin, alors, non pas réguliers, mais en tout cas... Ils vont être plus fréquents. Plus fréquents. Notamment, les plus extrêmes seront plus fréquents. Voilà, la proportion des événements, par exemple, orageux ou des événements précipitants, la proportion de ces événements avec de forts cumuls va augmenter. On a encore tous en tête la tempête meurtrière du 18 août dernier et cette photo que l'on voit à l'écran devenue culte de Pierre-Mathieu Paolini. Les phénomènes intenses à petite échelle sont plus difficiles à modéliser et donc à prévoir. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que j'évoquais, c'est-à-dire que ce genre de ligne orageuse, effectivement, il y a du contexte local que les modèles numériques n'ont pas complètement intégré et ça dépend aussi... Et je reviens sur la question que vous m'avez posée. Les progrès, c'est aussi l'observation. Si on multiplie les observations, notamment en basse couche, les modèles pourront les intégrer, on aura quelque chose de plus précis. On devrait être, la communauté météorologique en général devrait être plus armée pour prévoir ces phénomènes-là. Est-ce qu'on peut encore parler de normale de saison ? Justement, la normale, c'est une moyenne sur 30 ans. Donc ça permet de voir justement si elle évolue. Si on faisait une moyenne depuis 1850, ça n'aurait plus de sens. Mais là, effectivement, on est passé sur une normale qui va de 1991 à 2020. Donc d'un climat déjà réchauffé. Oui. Et pourtant, on voit déjà des températures supérieures à cette normale-là. Donc s'il montre l'accélération d'ailleurs du réchauffement climatique. Alors nous avons évoqué là les conséquences climatiques. Toutefois, les COP revêtent aussi des dimensions politiques, sociales, économiques, avec les questions de transition énergétique et aussi les questions migratoires. Et ce qui a marqué cette COP 27, c'est un profond sentiment d'injustice manifesté par les pays du Sud envers ceux du Nord. Là, on peut voir et on peut lire les slogans « Montrez-nous l'argent, ma communauté est en train de couler ». Alors, « Montrez-nous l'argent » fait référence à l'engagement des pays riches d'aider les pays
en développement à hauteur de 100 milliards de dollars par an pour financer leurs actions de lutte contre le changement climatique. Un engagement pris à Copenhague en 2009, réaffirmé à Paris en 2015. En 2020, selon l'OCDE, seuls 83,3 milliards de dollars avaient été mobilisés. Alors un montant en haut, certes. Donc on peut comprendre qu'ils sont en colère, notamment parce qu'il y a deux volets dans le changement climatique. Il y a l'atténuation, dont tout le monde parle actuellement, mais il y a aussi l'adaptation. Vu les dégâts provoqués par le changement climatique, vu ce qu'on a évoqué, les événements extrêmes, les canicules, les températures à subir dans une grande partie du monde, il va falloir s'adapter. Donc s'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il faut prévoir la réception, la collection des précipitations intenses. Il faut prévoir des équipements pour lutter contre les canicules. Personne ne supporte des températures de 50 degrés. Donc cette adaptation-là, normalement, il faut absolument aider les pays qui seront les plus touchés. Et les pays les plus touchés, ce n'est pas ceux qui ont causé le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc je comprends la justice. Ouais. L'autre point d'achoppement entre Nord et Sud, c'est le financement. Vous le disiez, des pertes et préjudices. Certaines conséquences du changement climatique sont irréversibles. L'adaptation ou l'atténuation de la crise n'y fera rien. Les pays en développement souhaitent que ces pertes et préjudices soient compensés par des financements spécifiques. Ce qui ne fait pas l'unanimité au Nord. La France n'est pas particulièrement favorable. Il y a des îles qui sont sous l'eau. Oui, c'était la grande discussion de cette deuxième semaine de COP27. Des États qui n'auront plus de terre. Oui. Et c'était la première fois que cette question était inscrite à l'ordre du jour. C'est malgré tout une avancée, puisque maintenant on accepte... il faudra voir ce qui se réalise réellement. D'en discuter, et la COP a fini même un peu plus tard que prévu, puisque cette question n'était pas tout à fait réglée. 300 millions d'euros ont été annoncés pour le financement de ces pertes et préjudices. Pas mal, certes. Sauf que le V20, qui regroupe les 58 pays parmi les plus vulnérables aux conséquences du réchauffement climatique, a calculé que les dommages causés aux économies de ses membres s'élèvent à 525 milliards de dollars depuis 2020. Il y a quand même un gap. Je ne peux pas discuter le chiffre, mais c'est une goutte d'eau. Il y a vraiment des conséquences. Des conséquences, notamment par exemple sur l'agriculture, sur tout un tas de choses. Donc, plus les dégâts, à chaque fois qu'il y a des événements extrêmes. Donc je peux pas juger ce chiffre-là. Oui. Une des solutions, elle a été avancée par Mia Mottley, qui est la première ministre de la Barbade, et qui demande une taxation d'au moins 10% sur les profits des sociétés d'énergie fossile. Ouais, c'est pas bête, ça. C'est envisageable, selon vous? Non, mais en fait, vous savez que... Vous savez peut-être pas, je vais le dire justement. En fait, mettre de l'argent pour s'adapter et atténuer les émissions de gaz à effet de serre, ça représente 1% du PIB mondial. Et c'est assez paradoxal parce que ça coûtera beaucoup plus cher de ne pas s'adapter et de ne pas réduire les émissions de gaz à effet de serre que de s'adapter et justement très rapidement rester sous la barre des 2 degrés. C'est quoi? On est enfermé dans une vision à court terme? Oui, je pense que c'est ça. Oui. Il y a quelque chose de... En fait peut-être qu'on n'arrive pas réellement à réaliser très concrètement ce qui se passe. Pourtant... C'est pour ça que cette année 2022, en tout cas en Europe, les gens ont l'air de découvrir le changement climatique. Moi, je pense que depuis 2015, en tout cas sur la Corse, on a eu plein d'événements qui signaient. C'est très concret, entre les canicules, les incendies... Donc, mais parce que ça touche peut-être l'Europe, mais ça fait longtemps que des pays plus tropicaux, on va dire, à des latitudes plus basses, sont touchés. D'autant plus que ces pays pointent la responsabilité des pays développés dans le déséquilibre actuel, vous l'avez dit, en cause le modèle économique, la désindustrialisation, la surconsommation qui pèse sur les pays les plus fragiles. On voit là quels sont les pays les plus pollueurs entre 1750 et 2018. Alors, me semble-t-il, les États-Unis tiennent la corde, la Russie, la Chine va rattraper le tout, 2018. Et en 2020, alors ça c'est sur... une période ça, c'est depuis 1750. C'est ça, de 1750 à 2018. Et si nous devions nous arrêter juste sur l'année 2020, c'est la Chine qui bat tous les records sur 32 milliards de tonnes de CO2 émis. Elle en représente près d'un tiers. On va voir. Là, pour le moment, on est toujours à la moitié des États-Unis. Oui, alors et ça c'est pour 2020. Non, 2020. À ne pas confondre non plus, c'est ça, les chiffres peuvent parfois être trompeurs, avec l'impact par habitant. Oui, c'est ça.
parce qu'on a beaucoup parlé de démographie ces derniers jours. Selon les estimations des Nations Unies, la population mondiale a franchi la barre des 8 milliards ce mardi 15 novembre. Le nombre a doublé en presque 50 ans. Nous n'étions que 4 milliards d'êtres humains en 1975. Je précise que certains discours sont un peu limites, voire racistes, disons-le, parce qu'on regarde plutôt vers le sud et vers l'Asie. Or, ce ne sont pas les populations qui ont le bilan carbone le plus élevé. Patrick. Non, par tête d'habitant, sûrement pas. Je ne sais pas si vous avez une courbe, mais en fait, les Européens ont un bilan carbone, même en France, largement supérieur à la plupart des habitants des pays en voie de développement, quoi. Oui. Et on n'a pas le graphique, mais c'est les Qataris, dont on reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Forcément. Et les Saoudiens qui trustent les premières places, de fait par leur économie et l'économie du pays et la structure du pays. En fait, en tout cas, le CO2, le gaz carbonique qui a été émis jusqu'à présent, très clairement, c'est l'Occident qui l'a émis, quoi. Donc voilà, ça c'est sûr. Après, on ne va pas forcément culpabiliser dessus, mais il faut faire quelque chose pour réussir une trajectoire qui nous maintienne sous les 2 degrés. Est-ce qu'un rééquilibrage est possible, où on a dépassé ce stade-là aussi? Un rééquilibrage dans quel sens? Ou, par exemple, avec une réindustrialisation un peu Vous me posez des questions politiques, moi de toute façon, il y a, la mondialisation, on va dire, participe aux émissions de gaz à effet de serre, notamment avec les transports. On fait fabriquer, justement, pas mal de nos produits en Chine, ce qui explique qu'ils aient une part de leur CO2 qui dépend d'une autre. Après, oui, il faudra sans doute... Il y a un modèle à repenser, de toute façon. Ça, c'est certain. Je pense même que c'est systémique. C'est pour ça qu'il nous faudra plus que quelques minutes pour l'évoquer, mais avec des gens peut-être plus compétents que moi sur ce sujet. Je suis plus météorologiste, moi. Allez, Patrick Rubliou, il est temps de passer à notre Zoom de la semaine. Si je vous dis penser global, agir local, la formule a été employée pour la première fois au sommet de l'environnement en 1972 à Stockholm. L'adaptation, l'atténuation du changement climatique se joueront dans les territoires, évidemment. Ouais. En tout cas, sur l'adaptation, c'est certain. Oui. Ça, c'est certain. Sur l'atténuation, malheureusement, on dépend des émissions mondiales, quoi. Mais, par exemple, encore, je pense qu'il y a vraiment des politiques d'adaptation qui sont déjà engagées, qui sont très, très intéressantes. Et forcément, oui, il faut faire... du local, oui. Et, vous parlez de réindustrialisation, en tout cas, sans aller... Je ne connais pas assez le sujet pour en parler, mais forcément, à partir du moment où il va falloir diminuer les transports, notamment, à partir du moment aussi où il va falloir conduire des politiques d'adaptation qui s'appuient sur ce qu'on appelle des solutions naturelles, voilà, on a tout intérêt à travailler localement. On oppose souvent politique publique et comportement citoyen. Alors, vous l'opposez ou... Moi, parfois, oui, je me pose la question de que font les politiques et que font les grands groupes, donc la politique et la sphère économique, alors qu'on nous demande d'être nous vertueux, alors que les politiques ne le sont pas forcément. Oui, effectivement, on nous demande d'être vertueux et c'est bien. En fait, je pense que la première chose à faire, c'est de comprendre l'enjeu, quoi. Et effectivement, on attend du coup, on va dire, de nos élus qu'ils soient... dans la même optique, c'est-à-dire d'avoir des comportements et que le souhait qu'on a tous de ne pas avoir une planète invivable, ils le comprennent et qu'ils mettent en place les politiques au-delà des comportements de chacun, c'est la vision et les décisions qui sont prises. Et quand les deux se retrouvent, eh bien, ça marche. Une lueur d'espoir, quand même. 3 pays absorbent plus de gaz à effet de serre qu'ils n'en émettent. Alors, on est un peu loin de la Méditerranée, certes, mais on peut s'en inspirer. Le Panama, le Suriname et on voit le Bhoutan. En Asie, le Bhoutan, 800 000 habitants. Et le tourisme comme premier secteur économique. Alors voilà, si ça peut inspirer. C'est assez curieux comme chiffre quand même. Oui. Parce qu'avec le tourisme, ils sont peut-être pas beaucoup, je sais pas. 800 000 habitants. Est-ce que la technologie, est-ce que la science sauveront la planète? Non, alors il y a en fait un travers justement, sans doute très présent chez beaucoup de décideurs, on va dire, c'est la solution technophile. Oui. Et ça ne sera pas possible. Parce que vous évoquez, c'est très bien, l'environnement, il a déjà eu des dégâts. Après, la transition énergétique, elle va s'appuyer sur des éoliennes, des panneaux solaires, etc. Mais tout ça demande énormément d'extraction minière. Des voitures électriques pour tout le monde, il ne faut pas rêver. Donc ça, il faut arrêter un peu avec ça. Ouais. La solution technophile, en fait, on est plutôt... Enfin, il
il y a beaucoup de gens, de scientifiques qui ont réfléchi sur ce qu'on appelle les low-tech. On est plutôt dans des solutions plus robustes, avec des technologies qui n'ont pas d'énergie, qui ne sont pas fragiles, pour éviter notamment l'obsolescence programmée. D'accord. Donc finalement, alors ce ne sera pas un retour en arrière, mais un retour surtout pas dire ça. C'est ça. C'est pas un retour en arrière. Ça, justement, c'est un discours qu'il ne faut pas tenir. Mais simplement, il y aura des choix à faire, quoi. Je pense que, par exemple, vous n'avez pas besoin d'une 5G. Non, très honnêtement. Voilà. Tant que je peux téléphoner. C'est exactement ça. Au bout d'un moment, il y a des choses qu'il faudra absolument conserver parce que c'est pour la santé humaine, par exemple, pour notre bien-être en général. Mais il y a des choses qu'on n'avait pas, je pense, il y a une trentaine d'années, dont on pourrait se passer, il me semble. On a également beaucoup commenté l'absence du président chinois Xi Jinping, le passage en coup de vent de Joe Biden. Alors effectivement, hein, c'est difficile de faire bouger les choses quand les deux plus gros pollueurs sont pas forcément au rendez-vous. À noter tout de même, parce que j'insiste sur les quelques bonnes nouvelles, que la Méditerranée était représenté pour la première fois le pavillon méditerranéen à chercher à mettre en lumière à la fois les défis urgents auxquels la région est confrontée et les solutions innovantes déjà en cours de développement. Voilà, on a pu croiser les représentants de l'Union pour la Méditerranée, de la Fondation Prima, Annaline, du Plan Bleu, etc., ainsi qu'un comité scientifique. La présence de ce collectif permettra peut-être d'avoir une vision globale, transversale des enjeux pour la zone Méditerranée. Oui, c'est surtout se faire entendre. Je pense que c'est surtout pour ça que c'était intéressant qu'ils y soient, quoi. Vous savez, il y a le pendant du GIEC pour la Méditerranée qui existe avec les problèmes spécifiques et les prévisions malheureusement de l'évolution du temps qui n'est pas réjouissante, hein, sécheresse, canicule. Donc c'est très bien qu'effectivement il y ait qu'il soit présent. Et en fait, dans le 6e rapport du GIEC, il y avait une régionalisation beaucoup plus importante. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aller voir ce qui se passe en Méditerranée. Il y a un outil en ligne. Ouais. Alors, la COP27 se termine en insistant bien sur le caractère urgent de la situation. Et dans quelques heures à peine, le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football sera donné au Qatar. Alors, c'est très bien. Mais est-ce qu'on n'est pas là dans une sorte de schizophrénie verte? Les mêmes pays seront présents. En tout cas, vu les sujets de la COP, ce qu'on demande, ce que vous l'avez évoqué aux citoyens, aux individus, c'est pas très cohérent. Voilà, c'est juste ça. Comment on garde C'est pas très cohérent de climatiser des stades entiers avec des températures de 40 degrés. Alors, parce que l'énergie, voilà. Alors, la Coupe du Monde émettra, selon différentes ONG, 6 millions de tonnes de CO2, le double de ce qu'a annoncé la FIFA. En cause, les 160 navettes aériennes quotidiennes pour relier Doha des pays voisins, notamment de Dubaï. 7 stades climatisés ont été construits. Alors, on dit oui, mais la clim, ce sera neutralité carbone. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Voilà. Alors, dans ces conditions, voilà, c'est comment on garde ce que je vous demandais un peu plus tôt, le citoyen lambda dans le giron écologique. Il faut garder le moral et refuser ça. Refuser ça. Est-ce qu'on se donne rendez-vous pour la COP28 en 2023 aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, pour un nouveau bilan? Allez, en attendant, c'est l'heure de la bande originale. Alors Patrick, vous avez choisi une chanson, un hymne même, au croisement de la révolte, de la résistance et de la liberté. Est-ce qu'il traduit votre état d'esprit par rapport à notre discussion d'aujourd'hui? Oui, c'est pour ça que j'ai choisi aussi, parce qu'il y a une jeune Iranienne qui l'a chanté il y a quelques mois, et c'est très méditerranéen. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez... Non, vous avez tout dit, j'ai choisi la chanson, on ne peut pas répéter. C'est par rapport à la cause environnementale aussi. Mais bien sûr, cause environnementale, et vous l'avez évoqué, il y a un changement systémique à engager, parce que sinon, voilà, on va vers une planète invivable. Je suis désolé de répéter ça, c'est pas une vue de l'esprit. Hein. Constater ce qui se passe alors qu'on est à 1,1 degré de réchauffement seulement. Donc même 1,5 degré, ça va augmenter les dégâts, 2 degrés encore plus. Et si on suit la trajectoire actuelle, c'est une catastrophe. On va vers des portions du monde qui seront inhabitables. Alors le combat continue. Voilà, on peut dire ça comme ça. Patrick Révillon, merci de m'avoir accompagné durant cette émission. Bon courage pour la suite. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, toujours sur France 3 Corse via Stella ou en replay sur le site internet de la chaîne. Salut! Ciao, ciao, seppellire lassù in montagna
sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore